car cela ne ressemble pas du tout au volcan stéréotypé que l'on peut voir dans un film d'Hollywood. Le paysage uniforme ne donne pas d'indice à première vue. Alors, à quoi ressemble l'explosion d'une caldeira et que s'est-il passé exactement? Le scénario de l'explosion d'un supervolcan est toujours le même. À plusieurs kilomètres sous la Terre, la chambre magmatique se met à se liquéfier sous l'effet d'une très forte chaleur. Le magma qui la compose se fragmente et remonte à quelques dizaines de mètres vers la surface. La chambre exerce une pression qui finit par fragiliser l'écorce terrestre qui se déchire. Sous cette forte pression et une température très élevée, elle finit par provoquer une explosion qui fait s'effondrer sur lui-même le volcan et fait naître les 4000 km² de la caldeira. Quand la chambre magmatique se vide, la surface s'effondre dans l'espace qui a été créé. C'est ce magma qui a fait éruption et qui a donc créé ce vide. Et c'est ce que nous appelons la caldeira. C'est un peu comme si le piston d'un cylindre plongeait dans du liquide. Ça repousserait toute cette matière à l'extérieur et rendrait le fond complètement plat. La superficie de la caldeira nous donne une idée de la surface occupée par le réservoir de magma qui est à la base de ce système volcanique. Et une grande partie de ce trou, formé à la suite de cette grande explosion, a été remplie par des coulées de lave, des débris glaciaires et des sédiments lacustres. Il n'est pas forcément évident de voir une zone volcanique, sauf si vous en connaissez les caractéristiques. Après chaque super-éruption, les chambres magmatiques se remplissent à nouveau. Et la caldeira de Yellowstone est aujourd'hui celle qui possède la plus grande quantité de magma au monde. Elle représente pour les scientifiques une menace et une source d'inquiétude permanente. Mais les volcanologues ont un autre motif d'inquiétude. Si l'on reprend les dates des 3 super-éruptions passées, le calcul est simple à faire. Le système volcanique du parc se réveillerait environ tous les 700 000 ans. Nous y sommes presque, puisque la dernière super-éruption a eu lieu il y a 640 000 ans. Les scientifiques s'attendent à une prochaine éruption majeure. Mais la question est quand et de quelle puissance? Les 3 super-éruptions de Yellowstone sont d'énormes indications pour ce qui pourrait se passer pour une 4e super-éruption. On connaît le volume, on connaît les surfaces, on connaît les quantités. Les signes sont bien visibles au cœur de la caldeira. Les impressionnantes forêts d'arbres morts témoignent de la présence de soufre dans les sols et les ruisseaux. Les scientifiques du Yellowstone Volcano Observatory surveillent donc étroitement la caldeira. La moindre variation, le moindre changement de physionomie sont autant d'indices avant-coureurs d'une potentielle éruption. Lorsque la pression augmente, le sol se déplace. Le mouvement ne peut être que de quelques centimètres. Nous pouvons le détecter grâce à des mesures par satellite, des mesures GPS globales, mais aussi grâce à des techniques d'arpentage traditionnelles. Dans les années 1970, au cours d'une de ses balades dans le parc, un sismologue remarque que le paysage a changé. Les arbres avaient les pieds dans l'eau sur la rive sud du lac. La seule explication était que la rive opposée s'était soulevée et que la pente s'était modifiée. Entre les années 1920 et 1970, on a constaté que le terrain s'était élevé de plus de 70 cm. Yellowstone monte et descend tout le temps de lui-même, à un rythme de 2 à 3 cm environ par an. Maintenant, avant une éruption, on peut s'attendre à voir un soulèvement beaucoup plus important. Quand le magma monte, quand une éruption s'annonce, il y a des petits séismes, des micro-séismes de magnitude 1 ou 2, ce qui est faible, elles sont à peine ressenties, mais ils sont des centaines, voire des milliers par jour. C'est la rupture de la roche, très localisée, lorsque la pression s'accumule sous le volcan. Le signe classique d'une éruption qui s'annonce, c'est à la fois un gonflement et une microsismicité. Si on a 100 à 1000 séismes par jour, des microséismes et des gonflements de quelques millimètres ou quelques centimètres, c'est très inquiétant, c'est que le magma bouffe, le magma gonfle, ça devient critique. On enregistre en moyenne entre 1500 et 2500 tremblements de terre par an. C'est donc une zone très active sur le plan sismique. Ils ne se produisent pas toujours de manière régulière. Il y a ce qu'on appelle des essaims de tremblements, une bande de sismicité d'est en ouest, entre la région du lac Ebgen et la zone de Norris Geyser Basin, là où on observe la plupart des séismes à Yellowstone. Le Norris Geyser Basin est la zone géothermique la plus dynamique du parc. Elle est la partie émergée de 115 000 ans d'activité sismique. C'est l'endroit le plus ancien et le plus chaud. 237 degrés pour certaines sources. L'eau y est acide, et dans ce paysage post-apocalyptique,
On comprend bien que le volcan respire, se gonfle, se purge de la pression que l'on devine sous la surface. Des choses bizarres se produisent. C'est ici que nous apprenons au mieux comment fonctionnent les systèmes hydrothermaux. Parfois, j'aime bien comparer ce système de plomberie aux tuyaux d'une vieille maison. Peut-être que la plomberie est en train de pourrir, l'intérieur de ces tuyaux est tellement bouché à cause de tous les minéraux qui se sont déposés. Et si vous secouez tout ça, ces tuyaux vont se briser de toutes parts et les choses ne vont plus correctement fonctionner. C'est un peu ce que l'on ressent à Yellowstone. Donc, quand vous avez ces gros tremblements de terre qui secouent le système de plomberie, cela va se casser et vous verrez des geysers faire des choses étranges. Selon moi, c'est vraiment le risque auquel cette zone est confrontée à l'échelle humaine. Les scientifiques ont bien en tête la menace que représente le supervolcan de Yellowstone. Depuis l'implantation des sismographes dans la caldeira, les volcanologues scrutent les crises sismiques dont l'intensité s'est particulièrement accrue depuis le début du XXIe siècle. Savoir interpréter ces phénomènes sismiques pourrait permettre de mieux prédire les éruptions et ainsi gagner un temps précieux dans les évacuations humaines. Ils ont tous encore en mémoire ce qui s'est passé au mont Saint-Helens. Après plusieurs semaines de crise sismique, de fractures et de déformations, le 18 mai 1980 à 8h32 du matin, ce volcan entre en éruption, la plus traumatisante des États-Unis. L'éruption du mont Saint-Helens en 1980 est l'éruption la plus catastrophique des États-Unis. Ça se passe d'abord par une sorte de glissement de terrain. Le sommet du volcan glisse et se décapite. En se décapitant, il libère le magma en dessous qui jaillit. Donc il jaillit sous forme d'écoulement pyroclastique, c'est-à-dire en fait des nuées ardentes à grande vitesse, à grande température, des mélanges de gaz et de cendres. Et après, une colonne surgit. Cette colonne monte à plus haut que la stratosphère, donc à 15 km de hauteur et jusqu'à 27 km de haut. En quelques minutes, cette colonne verticale se développe en champignon ou en parapluie, un parapluie qui fait 25 km de diamètre. Les vents venant du Pacifique s'emparent du volumineux nuage de cendres et le poussent vers l'est des États-Unis à une vitesse de 100 km/h. 11 États sont touchés par la cendre qui va retomber jusque sur les terres de l'Oklahoma à des milliers de kilomètres. L'éruption a tué environ 60 personnes, mais elle a aussi détruit des centaines de maisons et des centaines de kilomètres de routes et d'infrastructures. L'éruption du mont Saint-Helens est une énorme révolution dans le domaine de la volcanologie. Ça a vraiment changé notre point de vue sur le fonctionnement des volcans. C'est une référence parce qu'elle s'est passée dans un pays bien sûr en avance technologiquement avec plein de données. Cela nous a permis de tirer de nombreuses leçons en termes de prévention, de surveillance de volcans et de crise d'urgence. Nous avons toujours quelque chose à apprendre de ces éruptions volcaniques. Donc, nous construisons toujours notre savoir en étudiant ces nouvelles éruptions. Les études scientifiques autour de l'éruption précédente servent toujours de base de travail solide pour les volcanologues. Mais l'expulsion des gaz et des roches, la purge volcanique de Saint-Helens, n'est rien par rapport au volume qui serait potentiellement émis par Yellowstone. C'est quelques kilomètres cubes libérés. Donc, par rapport à une super éruption, c'est un rapport de 1 à 500 ou de 1 à 1000. Les volcans de Yellowstone sont environ 2500 fois plus grands que le mont Saint-Helens. Parfois, les événements éruptifs se précisent en quelques mois, comme au mont Saint-Helens, mais parfois en quelques jours. Et c'est bien ce qui inquiète pour la caldeira de Yellowstone. Et si le laps de temps avant son éruption était plus court qu'attendu? Répondre à cette question est capital pour anticiper d'éventuels désastres, car la caldeira de Yellowstone possède la chambre magmatique la plus vaste de la Terre. Si Yellowstone se réveille maintenant, la question est de savoir combien de temps ça va prendre. Combien de temps avons-nous avant de devoir prendre des mesures? Pour répondre à ça, nous nous appuyons sur les cristaux qui sont contenus dans le magma. Comprendre les signes précurseurs d'une éruption imminente et massive est primordial. Les informations emprisonnées dans les cristaux des anciennes coulées de lave de Yellowstone nous donnent des indications sur les conditions et les processus qui ont précédé les éruptions. Des cristaux sont prélevés dans le magma de la super-éruption survenue il y a 2,2 millions d'années. Une éruption qualifiée d'apocalyptique.